Bien, bonjour à toutes et à tous. Madame la ministre, chers collègues, la Commission des affaires économiques auditionne cet après-midi Madame Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique. Madame la ministre, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation après une audition le 13 septembre 2022 dans le cadre d'un cycle nous permettant d'entendre tous les ministres qui interviennent dans le champ de compétences de la Commission des affaires économiques, puis une audition le 12 juillet dernier avec Bruno Le Maire sur le financement des nouveaux réacteurs nucléaires. C'est donc la troisième fois que vous vous présentez devant nous, hors examen d'un texte législatif. Encore une fois, bienvenue. La présente réunion s'imposait du fait de la très riche actualité concernant la fixation des prix de l'électricité. Le 17 octobre, vous-même et les autres ministres européens de l'énergie êtes parvenus à un accord très attendu sur la réforme du marché européen de l'électricité. Cette réforme était devenue indispensable du fait de la volatilité des prix autorisée par les mécanismes actuels, mais il s'agit d'un sujet très sensible pour nos partenaires allemands. J'ai d'ailleurs pu le mesurer fin septembre lorsque j'ai conduit une délégation de 8 députés de notre commission pour des réunions à Berlin, au Bundestag, avec la commission de l'économie et la commission de la protection du climat et de l'énergie. Nous attendons donc que vous nous précisiez les contours de cet accord européen et que vous nous fassiez part des étapes suivantes, notamment des négociations en cours au sein du Parlement européen. Par ailleurs, mi-novembre, le gouvernement a dévoilé, en accord avec EDF, les grandes lignes du nouveau mécanisme de régulation des prix de l'électricité d'origine nucléaire, qui doit donc succéder à l'Arenh. Pourriez-vous nous expliquer l'articulation entre l'accord européen et ce nouveau mécanisme national et nous détailler les modalités de mise en œuvre de ce dernier ? Vous savez combien je suis attaché à l'industrie française et à sa compétitivité. J'ai d'ailleurs signé dans la presse début octobre avec Olivier Marleix et Laurent Marcangeli une tribune intitulée « Pour un partage de la compétitivité nucléaire avec l'industrie ». Pouvez-vous nous convaincre que les réformes annoncées vont dans ce sens ? Madame la ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, cher Guillaume Kasbarian, Mesdames et Messieurs les députés, je vous remercie d'organiser au sein de votre commission une audition sur l'accord européen et sur notre future régulation nationale du marché de l'électricité. L'aboutissement de ces deux négociations est un apport majeur à notre futur énergétique. Le Président de la République s'y était engagé, nous l'avons fait. Cet aboutissement constitue une réponse forte aux hausses records des prix de l'énergie et au bouleversement de nos circuits d'approvisionnement engendrés par l'agression de l'Ukraine par la Russie. Il est un élément essentiel pour bâtir la souveraineté énergétique de notre pays et reprendre le contrôle sur les prix de l'électricité, comme l'a souhaité le Président de la République. Ces deux négociations accompagnent une stratégie énergétique déterminée pour produire massivement de l'énergie décarbonée nucléaire comme renouvelable et pour poursuivre notre mobilisation générale en faveur de la sobriété et de l'efficacité énergétique. Il n'y a pas d'autre chemin si nous voulons demain répondre aux besoins massifs d'électricité que nous anticipons. Je pense à l'électrification des transports ou au processus industriel que nous décarbonons avec, par exemple, les contrats engagés avec 50 sites industriels les plus émetteurs. Il n'y a pas d'autre chemin si nous voulons rester dans la course mondiale face aux États-Unis et à la Chine. Une France souveraine, c'est une France qui maîtrise sa production et sa consommation d'énergie. Avec le Président de la République et la majorité présidentielle, nous avons posé les fondations pour bâtir cette souveraineté énergétique et concilier lutte contre le dérèglement climatique et compétitivité de notre pays. Sur le plan européen d'abord, aujourd'hui le nucléaire, enfin, oserais-je dire, n'est plus un tabou à Bruxelles. C'était pourtant loin d'être évident. Mais j'ai fait le choix de porter ce combat pendant que d'autres n'ont cessé de prôner une sortie inopérante du marché européen de l'énergie. Casser le thermomètre ne fait pas tomber la fièvre. Ce combat qui doit beaucoup, je veux le souligner, à la délégation Renew au Parlement européen a été couronné de succès. Il s'est incarné dans l'Alliance du nucléaire que j'ai créée et qui rassemble 14 États membres. Cette alliance qui a permis de remporter des victoires majeures pour faire reconnaître comme une énergie indispensable le nucléaire à notre futur décarboné. Il a permis de retenir un principe de neutralité technologique dans des textes majeurs comme la directive renouvelable ou la réforme du marché de l'électricité. Il a permis de défendre la filière nucléaire d'excellence européenne et française avec la création, par exemple, d'une alliance industrielle des SMR annoncée par la Commission européenne ou l'inclusion des technologies nucléaires dans le Net Zero Industrial Act. Cette alliance a enfin permis d'obtenir un succès sur la réforme du marché de l'électricité. Comme vous le savez, cette réforme visait un triple objectif. Déconnecter les prix du gaz de ceux de l'électricité pour empêcher les envolées de nos prix de l'électricité, comme nous l'avons connu lorsqu'il y a des situations de tension sur le marché des énergies fossiles.
Stabiliser les prix de l'électricité sur le long terme. Deuxième objectif, sécuriser nos approvisionnements énergétiques grâce à la solidarité européenne. Troisième objectif. Cet accord qui a été obtenu et qui a permis d'atteindre ces trois objectifs est une étape importante pour améliorer le fonctionnement européen et engager une réforme de notre régulation nationale dans les meilleures conditions. Sur le plan national, nous vivons un point de bascule. Si notre pays a réussi le pari de décarboner sa production d'électricité grâce au choix historique de construire un des plus grands parcs nucléaires au monde, nous devons aujourd'hui décarboner l'ensemble de notre mix énergétique où les énergies fossiles continuent à peser 60% de notre consommation d'énergie totale. Alors, très peu le charbon, mais beaucoup de gaz et beaucoup de pétrole. Pour réussir ce défi, je le redis, nous avons 4 leviers à disposition pour lesquels nous fixons un très haut degré d'ambition: la sobriété, l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables et le nucléaire. Je mobiliserai ces 4 leviers car refuser de mobiliser un de ces leviers par idéologie est irresponsable et compromettrait gravement l'atteinte de nos ambitions énergétiques et climatiques, surtout l'atteinte de notre souveraineté économique et énergétique. En prenant 100% du capital d'EDF, nous avons assumé de faire de cette entreprise de service public le bras armé de notre politique énergétique. Nous faisons le choix de prolonger autant que possible, dans le respect des conditions de sûreté de haut niveau, notre parc existant de 56 réacteurs. Nous avons lancé un programme de construction de 6 EPR2 et la mise à l'étude de 8 supplémentaires. Ce programme, c'est une nouvelle épopée industrielle. Il doit être une fierté pour notre pays, pour nos territoires, pour les emplois que nous créerons grâce à cette relance. Nous renouons enfin avec l'esprit de la France des bâtisseurs. Nous investissons également massivement dans l'aval et l'amont du cycle, ainsi que dans des projets de recherche et de mise au point de futurs réacteurs modulaires pour que notre pays reste à la pointe technologique. J'ai d'ailleurs annoncé lundi, dans le cadre du World Nuclear Energy Forum, 6 nouveaux lauréats du plan France 2030 pour développer des SMR. L'enveloppe d'1 milliard d'euros de France 2030 soutient ainsi au total 9 projets innovants de nouveaux réacteurs modulaires et d'autres poursuivent actuellement leur instruction. C'est dans ce contexte que nous avions, avec Bruno Le Maire, engagé des négociations avec EDF pour définir une régulation du marché de l'électricité qui succédera à l'ARENH en 2026. L'accord que nous avons obtenu et qui est actuellement mis en consultation publique a trouvé un équilibre essentiel entre la compétitivité de notre industrie, la stabilisation des prix pour les ménages et la capacité pour EDF de poursuivre son développement et ses investissements. Loin de propositions de loi irresponsables que votre commission a d'ailleurs légitimement rejetées, cet accord fixe des paramètres clairs. Il garantit un prix de l'électricité nucléaire moyen autour de 70 € du mégawattheure en euros 2022. Ce prix est à la fois un gage de stabilité, de visibilité et de protection des Français et des entreprises. Un gage de stabilité car il permettra de prévenir toute nouvelle envolée des prix comme nous l'avons connu. C'est un impératif majeur pour le pouvoir d'achat des Français, pour la compétitivité de notre économie et pour la réindustrialisation de notre pays. Il permettra également de couvrir à la fois de façon soutenable l'ensemble des coûts du nucléaire existant, ainsi que les investissements futurs, en particulier le programme Nouveau Nucléaire. C'est deuxièmement un gage de visibilité, car il permettra de développer des contrats de long terme. C'est une révolution majeure par rapport aux contrats actuels qui sont de court terme. EDF mettra en place une politique commerciale adaptée aux besoins des différents consommateurs. Il proposera d'abord aux industriels des contrats de partenariat industriel de long terme avec un partage des risques. EDF s'engagera à assurer la vente de sa production sur des horizons plus longs, par ailleurs, à moyen terme, 4 à 5 ans, ce qui permettra également aux fournisseurs alternatifs de bâtir des offres de long terme et les incitera à développer leurs propres capacités de production ou à s'adosser à de nouvelles capacités de production. Un gage de protection des Français et des entreprises, enfin, car il met en place un mécanisme de redistribution des bénéfices au-delà de niveaux de prix définis. Il s'agit, en d'autres termes, d'un mécanisme anti-crise pour amortir une future hausse des prix. Il s'agit d'un bouclier tarifaire permanent qui ne pèse pas sur les finances publiques. Pour rappel, le bouclier tarifaire d'électricité a coûté 40 milliards d'euros.
2 niveaux de prélèvement sont fixés. Un premier prélèvement partiel au-delà d'un premier seuil, autour de 80 € du mégawattheure en euros 2022, puis un prélèvement quasi total au-delà d'un second seuil supérieur à 100 €, autour de 110 € du mégawattheure en euros 2022. Cette nouvelle régulation permet de corriger plusieurs défauts du marché actuel qui l'ont lourdement pesé dans la crise énergétique. Elle permet d'abord de déconnecter les prix de l'électricité du prix du gaz. C'est une aberration qui devait être corrigée, puisqu'elle est à l'origine de la flambée des prix de l'électricité. Une aberration contre laquelle le mécanisme de régulation précédent, l'AREN, ne nous a malheureusement pas protégés en 2022. Elle mettra fin à certains défauts de l'AREN, puisque la redistribution se fera directement aux consommateurs, quel que soit le fournisseur, sans guichet réservé aux fournisseurs alternatifs, comme c'est actuellement le cas. Ça ira donc directement sur la facture des consommateurs. C'est une garantie de transparence vis-à-vis de ces consommateurs. Elle préservera enfin les tarifs réglementés pour les ménages et les petites entreprises. Ils seront d'ailleurs étendus à toutes les TPE, puisque nous supprimerons le seuil de puissance maximale de 36 kVA. C'est une évolution qui était très attendue. Un mot enfin sur les modalités de mise en œuvre de cette nouvelle régulation. Cette future régulation devra être inscrite dans la loi. Elle figurera ainsi dans la future loi de souveraineté énergétique de la France, qui sera présentée en Conseil des ministres en début d'année prochaine. Je ne doute pas que nous aurons d'ici là des opportunités d'échanger sur ce texte à venir. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Je vous propose de passer aux orateurs de groupe. Vous connaissez le principe, 4 minutes par orateur de groupe, inclut votre réponse. Et je coupe à 3 minutes grand maximum pour l'orateur qui s'exprime. On va commencer tout de suite avec le groupe Renaissance et c'est Éric Botorel qui prend la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, chers collègues, pour répondre à nos besoins croissants en énergie décarbonée, respecter nos engagements pour le climat et renforcer notre indépendance énergétique, la France agit. Nos objectifs pour 2050 sont ambitieux, construction de 6 nouveaux EPR, multiplication par 10 de la capacité de production d'énergie solaire, déploiement de 50 parcs éoliens en mer. La stratégie que nous portons se fonde sur un mix énergétique décarboné composé de l'énergie nucléaire et des énergies renouvelables en même temps. C'est le sens des 2 lois votées en début d'année par notre Parlement à une large majorité. Dans ce cadre, la réforme du marché européen de l'électricité est bienvenue, d'autant plus que la position de la France a été entendue par les 27. Ainsi, l'énergie nucléaire aura toute sa place dans la stratégie européenne, nous permettant de sécuriser notre approvisionnement en énergie décarbonée et de reprendre le contrôle des prix de l'électricité. Aussi, pourriez-vous nous éclairer sur les garanties de voir ce compromis maintenu jusqu'au bout du processus législatif européen ? Au-delà, comment ne pas évoquer les annonces du Président de la République hier aux Assises de la mer sur l'éolien offshore ? Je sais, Madame la Ministre, que c'est une thématique qui vous est chère et qui a fait l'objet d'un déplacement dans ma circonscription il y a maintenant quelques semaines. Le président a entre autres confirmé l'appel d'offres massif de 10 gigawatts d'éolien en mer en 2025, soit une dizaine de parcs qui seront mis en service d'ici 2035. Il a également annoncé un investissement de 200 millions d'euros pour l'éolien flottant de nos infrastructures portuaires. C'est une excellente nouvelle pour le respect de nos engagements, pour le climat et pour le soutien à notre économie et nos emplois. Je rappelle ici que le seul parc éolien de Saint-Brieuc a créé plus de 1700 emplois en France, dont 500 rien qu'en Bretagne, et couvrira 9% de la consommation énergétique bretonne. L'éolien en mer est la locomotive des énergies marines renouvelables dans l'Hexagone, avec plus de 7500 emplois et près de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'an passé, s'inscrivant pleinement dans notre ambition d'atteindre le plein emploi. Aussi, Madame la Ministre, pourriez-vous nous décliner la méthode et les prochaines étapes concernant la construction de ces nouveaux parcs ? Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. C'est bon. S'agissant de la négociation d'électricité market design, vous savez que les trilogues sont en cours. Je ne vais pas présumer de l'atterrissage de ces trilogues, mais il a été clairement exprimé par l'Alliance du nucléaire que l'équilibre du texte qui a été obtenu difficilement en Conseil européen ne saurait être remis en cause s'agissant du fameux article 19B dans lequel... qui a donné lieu aux dernières négociations. Sur le reste du texte, notamment le volet protection du consommateur, je crois que le Parlement européen souhaite renforcer certains éléments, ce qui nous paraît tout à fait, en tout cas discutable, acceptable pour des raisons évidentes d'amélioration du fonctionnement du marché européen. On se souvient tous des situations où certains fournisseurs d'électricité avaient brutalement disparu du marché au moment de la crise, mettant en difficulté leurs consommateurs. S'agissant de l'éolien en mer,
Très rapidement, nous allons effectivement lancer ce dialogue stratégique de façade. Il s'agit de 45 gigawatts. 45 gigawatts en 2050, c'est l'équivalent de 13 EPR2. Donc quand on dit qu'on réfléchit à 6 EPR plus 8 additionnels, c'est vous dire l'importance de ce projet en termes de production d'électricité. Je ne parle même pas de gigawatts connectés, en termes de production d'électricité attendue. C'est 25% de notre mix énergétique à horizon 2050, donc c'est considérable. Avec le projet de loi que vous avez voté, on gagne plusieurs années, on gagne surtout, on donne de la visibilité à la fois aux usagers de la mer, dans tout leur usage ou dans toutes leurs fonctions, la fonction de biodiversité étant très importante, mais les pêcheurs, les transporteurs, le tourisme, les collectivités locales. Et on permet surtout de planifier les futurs projets. Mon objectif est de pouvoir lancer des appels d'offres à compter de 2025 sur un volume de 10 gigawatts. 10 gigawatts, c'est grosso modo 20 parcs de Saint-Nazaire que nous aurions vocation à connecter ensuite d'ici 2035, avec par ailleurs tout un travail qui est fait par l'État pour améliorer les études de connaissance de la biodiversité en mettant des crédits sur cette amélioration de la connaissance qui permet de dérisquer les projets, mais également nous-mêmes de disposer de données pour l'instruction des autorisations environnementales, 50 millions d'euros dans le budget actuel, et avec un travail d'accompagnement de la filière pour lui donner de la visibilité et conforter les emplois, puisque vous savez que il est possible que cette filière passe un moment difficile de trou d'air dans son carnet de commandes, parce que nous avons, nous, dans notre carnet de commandes, des choses qui arrivent un peu en décalé, et que le reste de l'Europe et du monde ploie un petit peu en ce moment, enfin, est en difficulté. Et donc, je souhaite qu'on ait un pacte éolien qui permette aussi de soutenir cette filière qui représente 30% de la production européenne. Merci, j'ai légèrement débordé, excusez-moi, chers collègues. Pour le Rassemblement national, nous avons Nicolas Maisonnet qui prend la parole pour le groupe. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, après 6 ans de revirements et de contradictions, il nous est toujours impossible de comprendre le sens de votre politique énergétique. Et les Français nous en sont témoins. Alors qu'EDF accuse une dette de 64,5 milliards d'euros et que les factures d'électricité des Français ne cessent de s'alourdir, notre pays a plus que jamais besoin qu'une ligne claire soit définie. Inutile de répéter les avantages précieux et uniques au monde de notre modèle de production d'électricité, la fameuse complémentarité hydraulique nucléaire. Elle aurait dû être suffisante pour répondre à nos besoins aujourd'hui si vous et vos prédécesseurs n'aviez pas tout bonnement saboté la filière nucléaire depuis 15 ans. Et nous sommes tout aussi inquiets pour la filière hydraulique aujourd'hui. Elle qui est l'indispensable corollaire de notre nucléaire, elle ne saurait être bradée sous couvert d'ouverture à la concurrence. En sous-investissant, en programmant la diminution drastique de la part du nucléaire et en fermant la centrale de Fessenheim, vous avez fait preuve d'une naïveté confondante. Et j'ose croire qu'il ne s'agit que de naïveté, Madame la Ministre. Naïveté partagée par nos collègues insoumis ou écolos, qui, eux, n'en seront probablement jamais guéris. Dans la lignée des gouvernements qui se succèdent depuis 20 ans, vous avez laissé le nucléaire français se faire attaquer par des pays où la production d'électricité est plus chère, mais surtout nettement plus polluante, comme l'Allemagne. Dans l'illusion de créer une concurrence, l'ARENH a contribué massivement à déstabiliser notre producteur historique. Même Bruno Le Maire aujourd'hui en convient, et vous n'avez jamais voulu le remettre en question malgré sa nocivité, alors que vous en auriez eu l'occasion depuis 6 ans. En parallèle, vous avez encouragé et surtout subventionné le développement hasardeux de l'éolien et du solaire, alors même que ces énergies intermittentes nous rendent dépendants des centrales à gaz et à charbon. Aujourd'hui, enfin, nous sommes à l'aube d'un défi industriel titanesque, la relance du nucléaire dans notre pays. Vous vous prévalez d'un nouvel accord sur les prix de l'électricité, dont on doute encore des effets positifs pour les particuliers et les entreprises, mais aussi de la reconnaissance du nucléaire comme industrie verte par Bruxelles. C'est bien. Pourtant, le chemin à parcourir semble encore immense. Alors, vous arrivez aujourd'hui avec cette fusion de l'IRSN et de l'ASN, si elle est bien réalisée, pourrait avoir une certaine utilité, mais là encore, n'est-ce pas dérisoire au regard du chantier nécessaire? 14 réacteurs, comment fait-on? Comment expliquer que vous soyez passé d'une fusion mise en place en 2 amendements, un projet de loi, aujourd'hui en 18 articles? Et comment s'assurer que ce dernier n'est pas un énième coup de com' entre 2 projets éoliens? En matière de ressources humaines, d'investissement et de logistique, la relance du nucléaire exige une mobilisation inédite et doit faire l'objet d'un consensus dans votre gouvernement et votre majorité.
Pouvez-vous désormais, Madame la Ministre, me dire clairement si oui ou non, devant les ENR, le nucléaire constitue bien une priorité absolue pour votre gouvernement? Le nucléaire est-il bien dans votre projet? Merci beaucoup. Madame la Ministre, en 1 minute. 6 ans de revirement, vous faites référence à votre présidente de groupe qui a eu des sincérités successives sur le nucléaire, je pense. Non, je manifestais vos sincérités successives, il faut savoir le reconnaître. Et effectivement, nous sommes au pouvoir depuis 6 ans et nous avons relancé la filière du nucléaire puisque j'étais à la manœuvre personnellement au moment du lancement de l'étude RTE qui demandait à étudier des scénarios sur le nucléaire. En 2020, au fait que dans le plan de relance, le nucléaire figurait dans les 6 secteurs prioritaires soutenus par le plan de relance dans la filière industrielle, au fait qu'en 2021, nous avons présenté un scénario de relance du nucléaire dans la partie construction défense, au fait qu'en 2022, le président de la République annonçait la relance de la filière nucléaire au-delà de sa vision stratégique pour le pays en matière énergétique, sobriété, efficacité énergétique, renouvelable et nucléaire. Et donc nous ne... Pardon. Mais allez-y, terminez. Non, mais terminez. Juste, sur le développement à ZER 2 de l'éolien, il va falloir à un moment que vous vous mettiez aux mathématiques. Sans renouvelable, il y aura un mur énergétique en face de nous. Sans renouvelable, il y aura un mur énergétique en face de nous. Et la cohérence de notre politique, c'est évidemment le en même temps. Je vous remercie. Nous passons au groupe La France Insoumise et c'est Maxime Lenné qui porte la parole de son groupe. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, chers collègues, dans ma circonscription, comme partout dans le pays, les files d'attente des Restos du Cœur s'allongent pour cause d'inflation sur l'alimentaire, mais aussi d'explosion des prix de l'énergie, et vous inventez une nouvelle usine à gaz. Après avoir fanfaronné sur une grande victoire française obtenue dans la négociation européenne, vous avez finalement cédé aux exigences contraires du PDG d'EDF et vous vous entêtez dans des rustines sur des mécanismes de marché. Un marché qui ne peut pas marcher quand on parle d'électricité, ni pour assurer la stabilité et la visibilité sur les prix, ni pour assurer les investissements nécessaires, encore moins pour assurer l'égal accès à ce bien de première nécessité. C'est ce que nous ont dit les économistes et représentants de consommateurs lors du colloque que nous avons organisé le 26 octobre. Ces experts ont également insisté sur l'ineptie de s'obstiner à vouloir faire des usagers des traders, ainsi que sur l'inutilité des fournisseurs alternatifs qui ne fournissent rien d'autre que la facture et dont l'existence même fait nécessairement monter les prix. Vous sortez donc du chapeau pour remplacer l'Arenh un tarif cible de 70 € du mégawattheure comme prix de vente par EDF de son énergie nucléaire à ses fameux fournisseurs et dont les dépassements au-delà de 80 € seraient taxés pour être reversés aux consommateurs. Mais combien, pour qui, comment, nul ne le sait. Un tarif qui maintient un écart important entre coût de production, dont la CRE estime qu'il ne dépassera pas 57 € du mégawattheure sur la période 2026-2030, et prix aux consommateurs, dont nul ne peut garantir le niveau. D'autant que personne ne comprend comment seraient calculés demain les tarifs réglementés, avant leur disparition programmée, des TRVE qui vont à nouveau grimper de 10% au 1er février prochain, après avoir bondi de plus de 70% en 10 ans. Notons que ce tarif surévalué sert en fait à financer la relance du nucléaire qui arriverait de toute façon trop tard pour permettre de décarboner notre économie d'ici 2050. Vous êtes tombé d'accord avec M. Raymond pour qu'EDF puisse signer des contrats de gré à gré avec des entreprises électro-intensives qui investiraient dans les nouveaux réacteurs en échange d'un volume d'électricité et d'un prix stable sur plusieurs années. Et là, plusieurs questions se posent. Le contribuable couvrira-t-il le risque de défaillance d'EDF auprès de ses gros clients ? A l'inverse, que se passera-t-il si un industriel fait faillite? Ces contrats peuvent-ils être conclus avec des entreprises étrangères? Et si des délestages sont pressentis comme l'hiver dernier, va-t-on couper le courant aux ménages, PME et collectivités pour le réserver à ces gros clients potentiellement étrangers? À l'inverse des mirages libéraux dans lesquels vous vous obstinez, nous proposons le retour à un opérateur public national intégré allant de la production à la fourniture. Ce retour à une maîtrise publique pleine et entière permettrait ainsi de proposer des tarifs fondés sur les coûts de production réels ainsi qu'un pilotage optimisé du système, ce qui n'empêcherait nullement les échanges avec nos voisins et qui emporterait à coup sûr l'adhésion des salariés de l'opérateur historique. Madame la Ministre, votre gouvernement fait croire depuis des mois à une nationalisation d'EDF, alors dites-nous ce qui empêcherait de mettre en œuvre notre proposition, finalement assez simple et assez évidente. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Oui, alors je vais répondre point à point à votre question. D'abord, cette régulation permet d'avoir des tarifs fondés sur les coûts de production réels ainsi que sur les investissements futurs. Et vous faites référence au calcul de la CRE, sauf que méthodologiquement, vous oubliez de mentionner que ce calcul de la CRE n'intègre pas
les investissements dans le futur nucléaire, de même qu'il intègre la possibilité pour EDF, dans son calcul, d'avoir un prix plancher, le fait qu'il n'ait plus de prix plancher, ce qui permettra aussi de faire baisser les factures, a donc un coût. Je ne rentre pas dans le détail du calcul du coût moyen du capital, mais c'est comme ça qu'on reconstitue les 70 €. Et je trouve assez émouvant cette brusque mise en cause d'EDF après nous avoir expliqué que nous mettions à genoux ce formidable organisation et entreprise qui assure le service public. Deuxième élément, bien sûr qu'il y aura des tarifs réglementés, c'est même un engagement que nous prenons et nous les étendons non seulement aux ménages qui n'auront pas à faire des activités de trading, mais à continuer à avoir des tarifs réglementés, mais également à toutes les TPE, y compris celles de plus de 36 kVA. S'agissant des fournisseurs alternatifs, vous avez raison de pointer du doigt que certains d'entre eux n'ont pas eu ce rôle de développement de nouvelles capacités de production. Et c'est bien pour ça que ce système de régulation les incite à développer de nouvelles capacités de production et qu'accessoirement, toute la partie prudentielle et régulatoire est renforcée pour mieux protéger les consommateurs contre des pratiques qui ne seraient pas acceptables de la part de ces fournisseurs alternatifs. Enfin, sur le partage des risques, l'effacement est évidemment un des éléments des contrats, sinon ce ne serait pas un partage des risques. Merci. Nous passons au groupe Les Républicains. C'est Thibault Bazin qui porte la parole de son groupe. Merci, Monsieur le Président. J'ai beaucoup de questions. Madame la ministre de la Transition énergétique, nous vous avions reproché votre politique énergétique durant le précédent quinquennat, ne remettant pas en cause le désengagement nucléaire de la France engagé sous François Hollande. Cela nous a amené dans la situation actuelle avec une envolée des prix de l'électricité. Nous nous réjouissons de votre changement de politique nucléaire que nous appelions de nos vœux. Après avoir envisagé de fermer une grande partie de notre parc nucléaire, vous prolongez finalement dans les conditions de sûreté les 56 réacteurs et vous envisagez 6 nouveaux EPRD et 8 complémentaires à l'étude. Or, notre programmation pluriannuelle de l'énergie n'a toujours pas été corrigée. Toute la filière a besoin de visibilité. Vous annoncez la présentation de la loi de souveraineté énergétique en janvier prochain. Quel sera le calendrier d'examen et quel objectif calendaire d'adoption définitive? Pour faire suite à l'accord entre EDF et le gouvernement sur le prix de l'électricité à partir de 2026, je souhaite vous questionner sur le mécanisme de captation de la rente d'EDF qui reste encore très flou et donne aujourd'hui un caractère imprévisible au prix et à la facture des Français. Que répondez-vous aux inquiétudes grandissantes des industriels qui préféreraient un système de régulation ex ante? Que répondez-vous à la critique de manque de transparence autour de l'élaboration de l'accord qui ne porte d'ailleurs aucune garantie de séparation des activités de producteurs et de fournisseurs d'EDF? Autre question, les 70 € du mégawatt valent-ils pour 1, 2 ou 10 ans? En d'autres termes, est-ce qu'en fonction des coûts du marché, c'est susceptible d'être évalué? En partant de l'hypothèse de 70 €, quelle est la projection à production constante d'électricité pour les futures réserves financières d'EDF en milliards d'euros? Qu'est-ce que cela signifie en termes de désendettement? Enfin, l'Union européenne va avoir besoin de 584 milliards d'euros d'investissement pour moderniser ses réseaux électriques d'ici à 2030. Et elle s'emploie aujourd'hui à trouver les moyens de les financer. Ce qui signifie qu'en France, le TURP va augmenter. A-t-on une idée de l'augmentation totale pour le consommateur TURP plus production nucléaire de la facture finale? Merci. Madame la ministre, vous avez un bon 2 minutes pour répondre. Alors, Monsieur Bazin, alors vous, sur les différents éléments, donc, comme je l'indiquais, hein, le système est un prélèvement de 50% de la rente au-delà de 80 €, l'équivalent de 80 € du mégawattheure. Là, on a une vision 2022 au moment où ça s'appliquera, c'est-à-dire à partir de 2026, 50% sur l'ensemble de la production nucléaire et de 90%, à peu près 90 à 100% sur l'ensemble de la production nucléaire, au-delà de l'équivalent de 110 € tarif 2022. Ce tarif, il n'évolue pas en fonction des coûts du marché, il évolue en fonction des coûts de production. C'est bien la promesse, c'est que ça évolue en fonction des coûts de production. Ces coûts de production, ils prennent en compte un niveau de productif de 360 € du térawattheure. Ils prennent en compte l'ensemble des investissements dans le grand carénage, dans les centrales existantes, je dirais le tout venant, et ils prennent en compte une partie, des investissements dans le nouveau nucléaire. C'est ça la construction de ces 70 €. Donc c'est vraiment calé sur les coûts de production de notre nucléaire. C'était la promesse qu'avait prise le président de la République et c'est ce que nous tenons ici. S'agissant du manque, alors des inquiétudes, nous allons évidemment y travailler. Alors, premièrement, la transparence. Il est évident, puisque c'est la loi,
que le tarif d'un acteur qui est en situation de part de marché importante sur un marché, c'est la transparence et la réplicabilité. Et donc, ces éléments-là devront être respectés. Et la présidente de la CRE et la CRE y travaille. Deuxième élément, vous mentionnez qu'il n'y a pas de séparation des activités de production et de commercialisation d'EDF. Est-ce que vous nous demandez de couper en plusieurs morceaux EDF? Non, je voulais juste être sûr de ça. S'agissant... On laisse terminer, Madame la Ministre. Je crois comprendre que Bruno Le Maire avait lui-même indiqué que le projet Hercule n'avait plus de raison d'être. S'agissant des réseaux, vous avez raison, c'est une augmentation qui va rentrer en ligne de compte dans les années qui viennent. Je rappelle que les investissements, ils portent sur les 17 ans qui viennent. Donc c'est quelques euros par an. Et là aussi, on est fondé sur les coûts de production. C'est-à-dire qu'effectivement, notre objectif aujourd'hui est d'avoir des coûts de production les plus compétitifs possibles. Ça veut dire produire le plus de nucléaire possible. Merci beaucoup. Nous continuons avec le groupe démocrate et c'est Romain Daubier qui porte la parole du groupe. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame le Ministre. Je souhaiterais tout d'abord saluer au nom du groupe les accords extrêmement importants qui ont été conclus ces dernières semaines sur la réforme européenne de l'électricité, celui avec EDF sur les futurs prix du nucléaire. La France a démontré, si on était encore besoin, que l'Union européenne reste un espace dans lequel on peut discuter de nos règles communes, permettant à chacun de tirer profit de cette union. Nous démontrons surtout que la France demeurera une puissance économique de premier plan, dotée d'une énergie bon marché grâce au nucléaire et à nos investissements dans les renouvelables. L'accord trouvé avec EDF ne correspond pas exactement au fameux CFD négocié dans le cadre de l'accord européen, car on n'y retrouve pas le prix plancher. Je souhaiterais ainsi en savoir plus sur les discussions que vous avez avec la Commission européenne concernant cet accord, notamment sur les 2 points qui demandent des précisions à cette heure, à savoir la redistribution des sommes captées au-dessus des 2 seuils et sur les relations avec les fournisseurs alternatifs. Pourriez-vous nous éclairer? Et enfin, je me réjouis de l'annonce du ministre de l'économie concernant les accords avec EDF sur les tarifs régulés pour les petites entreprises, en passant du seuil avant des 36 MWh à 10 salariés et moins de 2 millions de chiffre d'affaires, qui permettra notamment à nos boulangers, qui sont nos commerces de proximité de nos villages, de ne pas subir cette hausse et de ne pas les répertorier sur les concitoyens. Voilà en quelques mots ce que je pouvais vous poser. Merci. Madame la Ministre. Oui, alors en fait l'accord est parfaitement respecté parce que l'accord il se déclenche si vous d'abord la partie CFD pour les installations nucléaires existantes constitue une optionnalité et pas une obligation. Et par ailleurs, elle s'applique en cas d'aide d'État. Lorsqu'il n'y a pas d'aide d'État, par construction, il n'y a pas besoin d'avoir cette approche. Donc cet accord que nous avons trouvé avec EDF, il respecte l'esprit de l'accord que nous avons trouvé au niveau européen, c'est-à-dire la volonté de prolonger la maturité et de diminuer la volatilité de nos contrats d'électricité. Encore une fois, l'enjeu que nous poursuivons, que ce soit au niveau européen ou au niveau français, c'est de diminuer l'exposition du système électrique européen et français au prix du fossile, premier point, faire en sorte d'avoir une incitation à produire plus d'énergie décarbonée et d'électricité au cas d'espèce en Europe pour baisser les prix. La façon dont on baisse les prix, c'est d'avoir plus d'abondance d'électricité et donner de la visibilité aux acteurs industriels comme aux acteurs producteurs d'énergie. Et donc, tant dans le premier accord que dans celui que nous avons avec EDF, ces éléments-là sont effectivement bien respectés. Merci beaucoup. Je vous propose de passer au groupe socialiste et c'est Marie-Noëlle Battistel qui porte la parole du groupe. Oui, merci Monsieur le Président. Merci d'avoir accédé à la demande d'inviter Madame la Ministre rapidement, puisque les sujets entre le projet de fusion ASN-IRSN, les négociations européennes, l'accord avec EDF sur les prix post-ARENH, il y a évidemment nombre de questions. Donc je vais me limiter à quelques-unes. L'audition de M. Doroszczuk, il y a quelques semaines, laissait entendre que d'autres entreprises qu'EDF pourraient exploiter demain des réacteurs nucléaires classiques ou SMR. La recherche et la conception, c'est une chose, l'exploitation, c'en est une autre. Qu'en est-il? Pouvez-vous nous rassurer? Pouvez-vous confirmer le monopole d'exploitation d'EDF sur le parc électronucléaire futur?
Sur l'accord post-ARENH avec EDF sur les prix de l'électricité, on entend des interprétations divergentes de spécialistes sur le caractère potentiellement soumis à la réglementation sur les aides d'État du mécanisme retenu. Quelle est votre analyse? Quelles sont vos assurances sur ce dispositif? Et si la Commission devait considérer cet accord contraire à la réglementation en la matière, quel sera votre plan B? Certains regrettent le manque de transparence et craignent le caractère imprévisible des prix et la facture des consommateurs. Que leur répondez-vous? Sur le fond de l'accord, les clauses de revoyure semblent d'ores et déjà prévues, ce qui laisse peut-être supposer que celui-ci n'intègre que partiellement à ce stade le financement du nucléaire futur, voire du grand carénage, selon le retour de l'ASN. Donc, que recoupe précisément le niveau de prix aujourd'hui annoncé? Comment répartirions-nous le reversement d'EDF à l'État au-delà des 78 €? Vous dites que ce sera en direction des consommateurs, très bien. Particuliers, collectivités, entreprises, électro-intensifs, quelle va être l'étendue de la mesure? S'agissant des fournisseurs alternatifs, confirmez-vous qu'il n'existera plus de dispositifs spécifiques les concernant et qu'ils se sourceront soit sur les marchés, soit sur leur production propre? Sur la stratégie énergie-climat mise en consultation publique, nous n'y trouvons pas les conditions suffisantes à la forte accélération des ENR sur la période 2025-2035, qui est la période où nous n'aurons pas encore de nouveaux nucléaires et où la prolongation du parc existant, que l'on souhaite, mais qui reste incertaine. Alors comment comptez-vous faire le joint pour réduire le risque de la sécurité d'approvisionnement? Sur l'hydroélectricité et le projet de changement de régime en passage du régime concessif au régime d'autorisation, comment traitez-vous la spécificité de la concession du Rhône avec son triple objet? Et je crois que je vais m'en arrêter là, sinon vous n'aurez pas le temps de répondre à toutes mes questions. Et peut-être, est-ce que la loi de souveraineté, c'est la LPEC ou c'est autre chose? Bien, alors pour ces très nombreuses questions, vous avez 1 minute, Madame la Ministre. Oui, alors je vais essayer de répondre à des questions qui n'ont pas déjà été posées, comme ça permet d'ouvrir sur d'autres sujets. Sur l'exploitation de réacteurs, je pense que vous mentionnez l'exploitation de SMR. Je vous rassurer, je pense qu'avant 2030, il n'y aura pas de réacteurs connectés, puisque l'objectif de la LPEC, autre que ce que nous connaissons déjà, qui sont des EPR. L'objectif de la stratégie française énergie-climat que vous connaissez bien pour y avoir contribué et que nous avons publiée et soumise à la concertation, c'est une première coulée de béton de SMR en 2030. Bon. Non, mais moi, je pense que le législateur de 2030 ou de 2040 pourra prendre position. Mais je veux juste, parce que j'ai entendu que c'était un sujet qui allait se poser dans les semaines qui viennent. D'autre part, je pense que ce n'est pas le cas. Sur la question des énergies renouvelables, je veux juste dire que, comme vous avez pu le constater, les curseurs sont poussés au maximum énergie renouvelable par énergie renouvelable, avec effectivement la possibilité, enfin il y a un pied de pilote, puisque moi j'accepte avec plaisir que la filière photovoltaïque triple son rythme de déploiement, mais je ne peux pas me permettre de mettre en risque le pays si elle ne fait que le doubler, ce qui est déjà une jolie performance. Et donc vous avez un système que je pousse d'avoir plutôt une forme de cliquet. Et sur l'hydroélectrique, effectivement, nous sommes en train de regarder avec la CNR, mais la CNR est bien à bord avec une complexité particulière que vous manifestez, puisqu'elle a un triple objet de service public. Merci beaucoup. Ce que nous disait la SN quand ils étaient venus, c'est qu'il y avait des dossiers de demande d'exploitation futures qui étaient arrivés sur la table et que la SN ne pouvait pas les exclure parce que la loi ne prévoit pas de monopole d'exploitation. C'est ça, hein? Oui. Ben, comme on est législateur et qu'on fait la loi, on sait donc par conséquent qu'aujourd'hui, il n'y a pas dans la loi un monopole d'exploitation et qu'on ne peut pas, par la loi, interdire à l'ASN d'étudier et d'examiner une demande d'exploitation, notamment pour des process industriels décarbonés futurs qui utiliseraient des SMR ou d'autres technologies nucléaires. C'était ça le sujet, hein? Et j'ajoute que c'est difficile d'interdire ça dans la loi à des gens qui n'ont pas encore trouvé. Donc laissons-les trouver et puis on organisera les modalités d'exploitation, sachant que les personnalités porteuses de ces SMR, ça peut être aussi des laboratoires publics ou d'autres acteurs. Donc à ce stade, il me paraît un tout petit peu
un tout petit peu hâtif de vouloir fermer immédiatement le marché et de se priver de ces solutions de technologie porteuses. Je pense que ça serait une grave erreur que de vouloir aller plus vite que la musique. Bien pris. Alors, pour le groupe écologiste, nous avons Madame Julie Laernous. C'est à vous. Oui, j'avoue un certain rapport d'étonnement sur l'objet de cette audition et une certaine forme de colère aussi sur le mépris qu'il y a visiblement vis-à-vis des parlementaires. Je voudrais commencer par la surprise, les tergiversations autour de la stratégie nationale énergie-climat, où la LPEC, certains d'entre nous, ont contribué au groupe de travail et nous avons été informés de rien quant au calendrier parlementaire. Il me semble aujourd'hui, quand on voit aussi bien les enjeux énergétiques que climatiques, que ça devrait être une priorité absolue du gouvernement et donc du Parlement. Aujourd'hui, il n'en est rien. Il y a une concertation qui a été ouverte le 22 novembre dernier, qui dure uniquement 3 semaines, sur la politique énergétique du pays. C'est plus la stratégie française énergie-climat pour répondre aux obligations de l'Union européenne. Est-ce que vous pensez sérieusement que 3 semaines suffisent pour concerter correctement une feuille de route énergétique et climatique de la France? Est-ce que vous allez l'étendre, cette concertation, à un processus démocratique qui devrait bien avoir lieu, ou est-ce que c'est juste une manière de nous imposer, nous mettre devant le fait accompli comme sur de nombreux sujets? Plus surprenant, ce document précise qu'une consultation sera donc complétée par un projet de loi sur la production énergie. Vous venez de parler de loi de souveraineté énergétique. Qu'est-ce qu'il faut entendre par cela? Là aussi, surprise. Depuis des mois, nous vous interpellons sur le calendrier, sur une loi de programmation sur l'énergie et le climat, qui aurait dû déjà faire l'objet d'un débat parlementaire. Et aujourd'hui, vous brandissez donc une loi de souveraineté énergétique, production énergétique, on ne sait plus. Mais où est donc passée la partie climat? Où est passée la partie sobriété, efficacité énergétique? Comment peut-on aujourd'hui faire l'impasse sur les enjeux climatiques? Je voudrais aussi exprimer mon interrogation. Nous avons auditionné en commission des DAT et CAE le président de l'ASN, mais nous n'avons pas eu la chance d'avoir d'audition avec vous en matière de sûreté du nucléaire. J'entends, Madame la Ministre, que vous ne voulez pas prendre le risque sur la filière du photovoltaïque qui n'atteindrait pas ses objectifs. Mais alors sur le nucléaire, l'hypothèse de la prolongation des centrales et l'ouverture d'un nouvel EPR, là-dessus, il n'y a pas de problème. Il faut foncer tout de go et brader la sûreté du nucléaire en passant. Il y a là aussi sur la question de la rénovation et le PLF, vous avez fait des annonces, mais les budgets ne sont pas au rendez-vous sur les objectifs à atteindre. Un élément inquiétant là aussi sur l'accent ou la priorité qui serait mise sur la réduction de notre consommation de manière structurelle. Sur la réforme du marché, puisque c'est d'importance pour notamment le prix de l'électricité et qui a donc un impact direct sur les factures des Françaises et des Français, il y a un certain nombre de points de satisfaction, mais un certain nombre de points extrêmement négatifs de la réforme, à commencer par les manigances de la France concernant le nucléaire. Vous avez en effet manigancé pour inclure le nucléaire existant. Merci. Je reviendrai sur ce point-là dans une question complémentaire, Monsieur le Président. Très bien. Madame la Ministre. Alors, je ne sais pas si c'est du mépris, mais il se trouve que mon cabinet vous a appelé de son propre chef, précisément pour vous donner tous les détails sur les éléments que vous mentionnez, notamment le calendrier et les prochaines étapes de la stratégie française énergie-climat, comme je l'ai fait avec l'ensemble des participants à ces groupes de travail. Il fallait venir, Monsieur Bazin. Mon cabinet, donc, ensuite, deuxième point, les enjeux climatiques, nous, on ne parle pas, on les fait. La baisse des émissions de gaz à effet de serre de la France, c'est moins 2,7% l'année dernière. C'est, semble-t-il, la meilleure performance des pays du G20. C'est moins 4,3% depuis le début de l'année, premier semestre. C'est également, semble-t-il, la meilleure performance du G20. Et je préfère agir que parler, effectivement. Troisième point, la CNDP a conduit une concertation de 6 mois sur notre stratégie française énergie-climat, donc je ne peux pas vous laisser dire qu'il n'y a pas eu de concertation, et elle a invité pendant 4 mois l'ensemble des parties prenantes pour construire cette stratégie française dont nous avons repris l'essentiel des propositions. Donc là encore, il me semble que la présentation est extrêmement biaisée, et la loi de souveraineté énergétique comprend effectivement un volet programmation énergétique. Ça répondra également à Madame Baptiste. Merci. Monsieur Sébastien Jumel pour le groupe GDR.
Merci, Président. Madame la Ministre, bon, la période récente que nous venons de traverser a démontré à quel point le libéralisme du secteur de l'énergie n'avait pas permis de faire face aux enjeux d'explosion des prix, de spéculation, de concurrence déloyale, de menaces de délestage, de manque de main-d'œuvre, de nécessité d'investissement. Bon, voilà, on a sonné le glas de la libéralisation du secteur de l'énergie. Très bien. Vous êtes monté au capital d'EDF à 100%. Les tarifs réglementés recouvrent à vos yeux une forme d'utilité. Et vous relancez tardivement, mais vous relancez tout de même la filière nucléaire. On pourrait dire tout va très bien, Madame la Marquise, mais le député de Penly que je suis reste inquiet. Alors je mets à votre actif l'énergie que vous avez développée pour trouver un accord à l'échelle européenne. C'était pas simple, vous avez trouvé un accord. Mais j'ai envie de dire, la reine est morte, mais le marché reste roi avec votre affaire. Parce que si vous donnez les moyens à EDF d'investir sur les carénages, d'investir sur le nucléaire du futur. Bon, pas beaucoup de réponses sur, y compris la question des réseaux, mais le marché continue de s'emparer du secteur de l'énergie. Moi, j'ai toujours pas compris comment allait fonctionner votre mécanisme de redistribution en cas de tarifs favorables à EDF. Comment ça marche, votre bidule? Comment on est sûr que les prix pour les Français et pour l'économie réelle seront stabilisés? On n'en sait rien, parce que quand on écoute Bruno Le Maire, en septembre, il nous annonce des hausses de tarifs entre 10 et 20%. En novembre, il les exclut. Qui faut-il croire? Le ministre de septembre, le ministre de novembre, je ne sais pas. Je crains également que vous n'ayez pas renoncé, après avoir libéralisé la demande en créant une concurrence artificielle sur la fourniture énergétique, à libéraliser la production. Je cite, parce que vous dites pourquoi vous parlez de ça, c'est pas d'actu. Mais dans l'interview que vous avez prononcée dans Le Monde, vous dites le système énergétique doit être reconstruit et changer de philosophie. Il était jusqu'à présent très centralisé autour de quelques centaines de sites de production et de quelques grandes entreprises qui le pilotent. À l'avenir, des dizaines de milliers de sites seront à la fois producteurs et consommateurs. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Est-ce qu'on applique au nucléaire l'anarchie qui a montré son inefficacité en matière d'ENR? C'est une question fondamentale que nous vous posons après avoir auditionné le patron de l'ASN. Et puis enfin, puisque je parle de l'ASN, alors avec les marcheurs, avec les libéraux, c'est un peu comme dans Big Flo et Oli, ça va très vite. Il faut accélérer, il faut simplifier, il faut accélérer, il faut simplifier. Bon, enfin, faut pas confondre vitesse et précipitation non plus. Je suis, vous le savez, un défenseur du nucléaire. Mais je suis un défenseur du nucléaire transparent, démocratique, sûr. Rien ne démontre que votre réforme nous garantira vitesse, et sûreté, et transparence et démocratie. Merci beaucoup. Madame la Ministre. Oui, quand je dis qu'il y a des milliers de sites de production dans notre système énergétique futur, il suffit de mettre un panneau photovoltaïque sur une toiture et vous devenez producteur. Et c'est de ça que je parle. Et ça, c'est une réalité. Et alors, sauf à ce que vous vouliez empêcher les milliers de projets d'énergie renouvelable dans notre pays, mais c'est une intention politique et on peut l'entendre, elle me semble un peu décalée par rapport au groupe NUPS auquel vous appartenez. Mais en réalité, c'est bien de ça qu'il s'agit. Les énergies renouvelables, c'est des énergies qui représentent des milliers de projets chaque année. La deuxième chose, sur l'augmentation des prix de l'électricité, je le rappelle, je pense que vous confondez les évaluations de la CRE qui datent de septembre et qui ont d'ailleurs baissé depuis sur quel serait le tarif réglementé sur la formule habituelle, où effectivement la présidente avait évalué en septembre, mais ça a baissé depuis entre 10 et 20%, et le propos de Bruno Le Maire qui a été constant, et le mien aussi, qui était pas plus de 10%, puisque c'est comme ça qu'est structuré le bouclier électricité, c'est de fixer un plafond au prix de l'électricité. Nous maintenons cette protection en 2024. S'agissant de comment ça fonctionne, la redistribution, en fait, on a déjà vécu ça avec l'amortisseur et le bouclier. Ça fonctionne sur la facture, c'est très simple et c'est automatique. Merci beaucoup. Je vous propose de passer au groupe IOT et c'est Benjamin Saint-Huil qui porte la parole de son groupe. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, il y a beaucoup de sujets qui ont déjà été abordés. Je vais reprendre
un sujet qui a été abordé par la collègue Battistel à laquelle vous n'avez pas apporté de réponse. Il y a un certain nombre de voix qui s'élèvent pour considérer que le dispositif pourrait être considéré par la Commission comme une aide d'État et qui pourrait donc l'invalider. J'aimerais savoir ce qu'a prévu le gouvernement dans cette situation pour essayer d'y apporter une réponse. De la même manière, et sans que ce soit une provocation, nous considérons que la Commission pourrait être tentée de demander en contrepartie de ce dispositif une scission des activités EDF pour libéraliser le marché, ce qui nous rappellerait des projets Hercule plus ou moins. J'aimerais savoir quel est votre regard en la matière, puisque ça fait partie des éléments d'interrogation. Vous avez cité les 3 axes qui ont conduit à l'accord européen: décorréler le prix du gaz et l'électricité, stabiliser le prix de l'élec et sécuriser l'approvisionnement. Sur la stabilisation du prix de l'électricité, j'avoue de bonne foi, mais c'est sans doute lié à ma propre expérience, de pas tout à fait comprendre les garanties qui sont les nôtres pour que nous soyons en situation de considérer qu'il y a une forme de stabilisation garantie du prix. Enfin, parce que nous avons beaucoup parlé de ces sujets ces dernières semaines, je vais vous parler un instant de la fusion IRSN-ASN, pour vous demander concrètement si vous avez évalué les gains de temps projetés dans la nouvelle organisation administrative indépendante, puisque après avoir entendu l'IRSN, l'ASN à plusieurs reprises, il semblerait que les doublons, que les manquements, comme les moments de crise, gestion de crise, tout ça nous amène à une nouvelle autorité indépendante administrative. Bon, il n'en demeure pas moins que l'histoire de cette fusion, ce rapprochement, c'est d'abord la loi d'accélération du nucléaire. Et du coup, j'ai tendance à penser que c'est la perspective d'accélération des procédures qui vous conduit à prendre cette décision. J'aimerais savoir si vous avez évalué le temps d'accélération et comment vous pouvez nous garantir que cela ne se fera pas au détriment ni de la transparence, ni évidemment de l'exigence de sécurité que nous portons tous de manière très élevée pour accompagner la filière. Je vous remercie. Merci beaucoup. Madame la ministre. Alors, peut-être pour vous répondre, le dispositif ne comporte pas d'aide d'État. On ne fait que prendre et redistribuer. S'il y avait un plancher de prix qui était garanti à EDF, ce serait une aide d'État. Mais dans la mesure où il n'y a pas de plancher de prix, ce n'est pas une aide d'État. Par contre, effectivement, il faut que les contrats que met en place EDF et la manière dont il travaille sa politique commerciale permettent la transparence et la réplicabilité. Et ça, c'est à EDF de mettre en place les éléments qui permettent cela. Et il y a un travail d'EDF et il y a le gendarme de la Creux qui regarde. Et effectivement, la Commission européenne serait tout à fait fondée de nous interroger, de nous demander de la transparence et des garanties sur cet élément-là. Mais ce n'est pas un sujet d'aide d'État. Sur la question de... oui, c'est autant une aide à EDF que l'impôt sur le revenu est une aide aux contribuables, si vous voulez, hein, le système qu'on met en place. Comme ça, je pense que ça vous parlera. C'est une jolie métaphore, vous l'avez compris, que m'a transmise mon directeur de cabinet adjoint. Sur l'ASN et l'IRSN, oui, effectivement, il y a des gains de temps. Vous étiez avec moi hier dans cette réunion où un élu mentionnait que sur la corrosion sous contrainte à Civaux, on a, enfin, c'est lui qui le racontait, hein, perdu 3 à 4 mois dans la reconnexion de la centrale au réseau, du réacteur au réseau, pour des raisons de processus entre l'ASN et l'IRSN. Ce type, effectivement, de situation, qui n'est pas, je dirais, qui est une logique d'interface entre deux institutions qui doivent se renvoyer la balle en rythme, est effectivement un problème. C'est a fortiori un problème, pas quand on veut aller plus vite, mais tout simplement quand on a plus de dossiers à traiter. Merci beaucoup. Je vous propose de passer aux questions individuelles. J'ai M. Bertrand Bouix, M. Charles de Courson, Madame Julie Lahanous, Madame Anne-Laurence Pétel, Maxime Lenné, William Martinet, Dominique Potier. Si d'autres souhaitent intervenir, on va vous noter tout de suite. On commence tout de suite avec Bertrand Bouix. Ça va aller mieux en mettant le micro. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, vous avez eu l'occasion il y a quelques années de vous rendre sur mon territoire, le Calvados, pour y constater combien l'industrie y était présente. Et dans ce cadre, je souhaiterais savoir comment l'accord qui a été négocié au niveau européen va pouvoir profiter aux industriels sur le prix de l'électricité et notamment comment ils pourront être compétitifs
face à des industriels étrangers, voire des voisins? Merci. Merci beaucoup. Monsieur Charles de Courson. Oui, Madame la Ministre, est-ce que vous pourriez nous faire le point sur comment on va financer les 150 à 200 milliards d'investissements du groupe EDF, c'est-à-dire les 50 milliards pour la prolongation de 20 ans des réacteurs existants, les 50 milliards pour les 6 EPR, en espérant que le coût ne doublera pas, et on dit 50, certains disent 80 sur les réseaux. Et quelle évolution des prix de l'électricité envisagez-vous pour faire face à ces besoins considérables? Sur la fusion ASN-IRSN, vous évoquez l'intérêt de fusionner ces deux institutions pour accélérer les délais. Mais il y a une convention entre l'ISN et l'ASN et qui fixe des délais et qui ont été toujours respectés pour ce qui concerne l'IRSN. Et enfin, est-ce que vous pensez qu'il est bon que la recherche reste dans une institution unique, alors que ça serait le seul cas au monde? Toutes les autres institutions sous-traitent. Merci beaucoup. Madame Julie Arnous. Madame Julie Arnous. Oui, merci, Monsieur le Président. Je vous confirme, Madame la Ministre, que je n'ai jamais été contactée par votre cabinet sur la stratégie énergie-climat. C'est faux de l'affirmer. Revenons aux annonces de l'État et d'EDF sur le prix de l'électricité. Beaucoup ont reproché, à juste titre, aux 42 € fixés de l'AREN que ça avait été fixé au doigt mouillé. Aujourd'hui, vous nous sortez 70 € du mégawattheure qui semble être fixé de la même manière. Pourquoi le prix de 110 € du mégawattheure est choisi comme second seuil pour le plafonnement de la rente? Le prix est supérieur au prix du nucléaire tel qu'évalué par la CRE. Pensez-vous que ce soit aux Français de payer pour tout, pour rembourser la dette d'EDF et pour financer la construction de nouvelles centrales nucléaires? Sur les mécanismes de redistribution, ils sont quand même extrêmement flous. Est-ce que vous pouvez assurer que ça va bénéficier principalement aux plus précaires et pas aux plus gros consommateurs d'énergie? Et je vous signale également, pour avoir discuté avec des fournisseurs, qu'ils ne savent aujourd'hui pas faire. Enfin, la consultation sur cet accord qui est engagé avec les fournisseurs alternatifs intervient après que vous ayez fait vos annonces. Est-ce que leur avis vous importe quelque peu ou est-ce que vous avez déjà tout fixé à l'avance? Merci. Monsieur Thibault Bazin. Merci, Monsieur le Président, de nous redonner l'occasion d'échanger. Madame la Ministre, je vous remercie pour les premières réponses que vous avez bien voulu. Pour être très clair, moi je suis opposé... que vous nous avez transmises, mais il restait des questions dans mon intervention et je voudrais préciser un point parce qu'avec Sébastien Jumel, on s'était rassemblés pour justement s'opposer au démantèlement d'EDF. Je l'ai mentionné juste parce qu'à l'époque, ça avait été un des arguments qui nous avait été donné que, voilà, et je me rends compte que finalement, à travers la réforme, on voit bien qu'on peut y arriver. Non, je veux revenir sur la question du TURP qui va potentiellement augmenter. Est-ce qu'on a une idée de l'augmentation totale pour le consommateur, TURP plus production nucléaire, de la facture finale à la suite des mesures, parce que vous avez bien expliqué sur les premières questions, mais cette question-là est très importante pour les Français. Merci beaucoup, Madame Anne-Laurence Pétel. Merci, Monsieur le Président. Merci. Madame la Ministre, je voudrais vous parler de l'annonce de fusion ASN-IRSN. Au moment du projet de loi sur le nucléaire, plusieurs points de vigilance avaient été soulevés, notamment sur la publicité des avis et la transparence des décisions, sur l'indépendance des branches expertise-recherche avec celle de la décision, et la séparation éventuelle de la recherche nucléaire, civile et militaire. Dans votre futur projet de loi, vous avez levé ces inquiétudes qui subsistaient et que je viens de lister en partie. Pourriez-vous néanmoins nous préciser comment cette fusion des deux organisations assurera-t-elle l'indépendance et l'objectivité des chercheurs vis-à-vis des preneurs de décision? Et deuxième question, comme j'ai pu le constater auprès des divers acteurs de ma circonscription, les liens entre nucléaire, civil et militaire sont essentiels. Le rattachement de la recherche militaire au ministère des Armées, comment allez-vous mettre fin à cette facilité de coopération? Comment envisagez-vous de faire subsister cette pollinisation entre ces deux secteurs? Merci beaucoup. Monsieur Maxime Lenné. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, c'est une question à nouveau sur la dissolution de l'IRSN dans la SN. Ce n'est pas la même qu'il y a 15 jours en séance parce que je redoute d'avoir la même non-réponse. Mais depuis, il y a plusieurs organismes qui se sont prononcés. Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche avec un avis défavorable. Même chose pour le Conseil supérieur de la fonction publique d'État. Le Conseil national de la transition écologique a émis des réserves. Même chose pour le Conseil supérieur de l'énergie. Et le HCT-ISN rendra son avis demain. On s'attend également à un certain nombre de réserves.
réserve. Alors hier, vous avez snobé la 35e conférence des CLI, qui se prononce évidemment contre, et la veille, vous avez annulé au dernier moment votre déplacement pour rencontrer les salariés de l'IRSN, ce qui va leur laisser une ardoise de plusieurs dizaines de milliers d'euros, parce qu'ils avaient quand même organisé l'événement. Ils ont pris ça vraiment pour une marque de mépris. Alors, on voudrait braquer tous les acteurs indispensables à cette réorganisation, qu'on s'y prendrait pas autrement. Donc ma question est simple, que cherchez-vous ? Merci beaucoup. Nous continuons avec William Martinet. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, les Français payent de plus en plus cher pour pouvoir se chauffer dans leur logement. Bonjour, Madame la Ministre. Je disais... Excusez-nous, c'était la question de... On va remettre à zéro. C'était la question de M. Lenné nous interpeller, c'est pour ça. C'était une excellente question, ça mérite une petite réflexion. Ouais, moi, j'étais surpris par le prix qui était annoncé. Allez-y, on va en parler tout à l'heure, c'est intéressant. Allez-y, M. Martinet, on repart à zéro. Merci. Donc, je disais... Les Français payent de plus en plus cher pour pouvoir se chauffer dans leur logement, et c'est le cas notamment des Français qui se chauffent à l'électricité. Et cette augmentation du prix du chauffage, elle a comme conséquence qu'il y a de plus en plus de Français qui souffrent du froid. On a doublé en l'espace de 2 ans la proportion de Français qui a froid dans son logement. On est maintenant à 26%. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est pas seulement la situation actuelle, mais c'est que je ne vois rien dans vos orientations politiques qui permet d'endiguer cette spirale de la précarité. Que ce soit l'accord avec EDF, mais qui est finalement une augmentation des tarifs de l'électricité de 70%, que ce soit la réforme du marché européen de l'électricité, mais dont je ne vois pas en quoi elle remet en cause la capacité des multinationales de l'énergie de faire des super profits. Dans tous les cas, je vois un horizon de précarité énergétique. Alors, Madame la Ministre, est-ce que vous pouvez me dire concrètement, dans les mesures que vous souhaitez prendre, qu'est-ce qui va faire que les Français arriveront à se chauffer un peu mieux et n'auront pas froid cet hiver? Merci. Merci beaucoup. Monsieur Potier. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, on a fait une loi d'accélération sur les énergies renouvelables. Or, 9 mois après, 10 mois après, on est encore à la peine sur les décrets concernant l'agrivoltaïsme et les processus servant à définir les zones d'accélération sont toujours à la peine dans les préfectures. Je le dis parce qu'avec Éric Bothorel, nous avions trouvé un compromis entre le groupe socialiste et la majorité pour redonner des principes clairs au déploiement de l'énergie photovoltaïque sur les terres, en protégeant les terres agricoles et notre souveraineté alimentaire. Et on avait également défendu le principe d'une planification fondée sur les intercommunalités et le dialogue entre les intercos et le préfet. Ça a été le fruit d'un compromis très difficile parce qu'en CMP, il a fallu composer avec une droite sénatoriale qui était pour une planification communale. C'est un peu une sorte d'hérésie dans la terminologie. Aujourd'hui, on constate que nous avions tellement raison. C'est les intercommunalités qui, en même temps que leurs compétences en économie, en énergie et tout, doivent piloter ces choses-là. Est-ce que la loi de souveraineté que vous annoncez permettra de récupérer le caractère gribouille de ce que nous avons fait contre notre gré à ce moment-là, et enfin de créer des instruments de planification conformes à tout ce que nous faisons dans nos territoires en matière de développement? Merci. Merci beaucoup. J'ai pas vu le chrono passer. Monsieur Marchive. Oui, merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, j'avais 2 questions. La première concernant l'accompagnement assez exceptionnel que l'État avait pu mettre en place suite à la crise qu'on a pu connaître, et en particulier concernant un dispositif qui a fait ses preuves, qui est l'amortisseur électricité. Il a fait ses preuves notamment pour les collectivités et pour les entreprises. La question est de savoir si celui-ci est prévu de le prolonger dans les années à venir. Et une deuxième question, vous en avez déjà un petit peu parlé, concernant les discussions qui avaient été lancées à l'initiative de la France et à l'échelle européenne pour faire face à ce dysfonctionnement qui consistait en l'alignement des prix de l'électricité et du gaz, sujet qui a été mis sur la table, sujet assez compliqué, ça a été évoqué par le président en début de commission, notamment avec l'Allemagne. Pouvez-vous nous en dire plus sur l'état d'avancement de ces discussions? Je vous remercie. Merci beaucoup. J'ai Monsieur Sébastien Jumel. Madame la Ministre, tout à l'heure, vous avez fait un peu une pirouette sur la question du monopole d'exploitation d'EDF. Je ne vous interrogeais pas sur les ENR, je vous interrogeais sur les SMR. Le président de la Commission a pris soin de dire qu'en état du droit, la SN n'avait pas le choix que nous répondre ce qu'il nous répondait, mais enfin, la loi, c'est vous qui la faites. C'est le gouvernement en est à l'initiative en lien avec le Parlement, mais vous avez quand même prévu un projet pluriannuel sur l'énergie, une loi de programmation sur l'énergie. Est-ce que vous envisagez,
à la faveur d'une vision globale et cohérente et stratégique sur la relance du mix énergétique, de réaffirmer le monopole d'EDF sur les SMR. C'est simple. Bien sûr que c'est nous qui faisons la loi, mais le gouvernement peut avoir un avis sur la nature de la loi, où je suis complètement déconnecté. Non, mais juste, ça faisait sursauter M. De Courson et moi-même quand vous avez dit c'est vous qui faites la loi. Je me suis dit non, c'est quand même le législateur, M. Jumel. Voilà. Merci, M. Jumel. Nous continuons avec Marie-Noëlle Battistel. Oui, merci Monsieur le Président. Juste pour compléter sur la question du décret et notamment de sa sortie peut-être tardive, où on a un certain nombre de projets qui sont finalement entre deux réglementations et qui sont un peu en stand-by dans les préfectures sur le développement des ENR et notamment les projets de... Enfin, c'est ce qu'on nous fait remonter sur le photovoltaïque notamment. Et la question également du seuil de l'hydro, où vous avez été sollicité par beaucoup d'acteurs et où le CSE a voté pour une diminution du seuil. Quel en sera votre retour et que comptez-vous faire? Merci. Monsieur Armand. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, merci d'être à nouveau devant nous. Ma question, sans surprise, porte sur la loi que le projet de loi que vous présenterez d'ici peu et dans le sillage à la fois de la commission d'enquête sur la souveraineté énergétique que j'ai eu l'honneur de rapporter et sur les groupes de travail. Dans les groupes de travail, il y a groupe et travail que vous avez bien voulu animer. Pour vous demander quelles en seront les principales orientations et pour vous demander si la souveraineté sera bien au cœur de ce projet de loi. Je pense que d'abord c'est indispensable politiquement parce que c'est un point de consensus majeur entre la plupart des groupes politiques présents ici. D'autre part parce que c'est quand on pose la souveraineté qu'on sort des postures entre sobriété et production. Nous aurons besoin d'être beaucoup plus sobres et de produire beaucoup plus d'énergie décarbonée. Et c'est aussi quand on parle de souveraineté qu'on sort des postures libérales versus communistes sur le marché de l'électricité, puisque nous avons besoin qu'aujourd'hui et demain, les entreprises cofinancent le nucléaire et l'électricité pour être davantage souverains en France. Merci beaucoup. J'ajouterai une dernière question de ma part. Madame la ministre, et c'est Monsieur Lenné qui me l'a fait évoquer, vous avez parlé de plusieurs milliers d'euros, pour ne pas dire dizaines de milliers d'euros, sur une réunion qui aurait été organisée par l'IRSN. Donc ma question est très simple. Quel a été le coût de réservation de cette réunion? Pourquoi et sur quel marché ça a été pris? Et qu'est-ce qui justifie un tel coût pour l'organisation d'une réunion par un institut? Je vous remercie. Alors, Monsieur Lenné, je ne sais pas comment vous avez l'avis du CNTE, ça m'étonne parce qu'il est en train de se dérouler. Nous l'avons même quitté avec Madame Laer Noès et il n'était pas terminé dans cette audition. Donc je pense que vous présumez un peu des forces du CNTE, si je puis me permettre. Et si effectivement... et s'agissant des autres mentions, ce n'est pas tout à fait ce que vous indiquez, notamment la fonction publique. Regarde l'aspect statutaire de la fonction publique, pas l'aspect réforme de la sûreté nucléaire. Je n'ai par ailleurs pas snobé la CLI. Je devais représenter le président de la République au World Nuclear Exhibition avec le commissaire breton, le ministre tchèque, le ministre roumain. Et j'ai réuni hier les présidents de CLI de 20h à 22h pour faire un point sur le projet de loi nucléaire. Certains d'entre vous étaient d'ailleurs présents, ils peuvent le confirmer, Anne-Laurence Pétel, Benjamin Sainte-Huile. Les salariés, je les verrai la semaine prochaine. Et vous avez raison, nous organiserons nous-mêmes la réunion pour qu'elle ne coûte pas 140 000 euros. Voilà, je ne sais pas, c'est pas moi qui l'ai organisé, c'est l'IRSN. Chacun ses process, mais on notera qu'il y a peut-être moyen de le faire plus sobrement. Voilà, et Guillaume aura le détail. Sur Monsieur Martinet, je ne sais pas d'où vous sortez ce chiffre d'augmentation de 70%, mais effectivement, il ne faut pas confondre 42 euros sur une partie de la production nucléaire et un prix moyen de 70 euros sur tout le nucléaire. C'est juste la très grosse différence. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, la composante électricité du prix que payent les ménages en électricité est de 110 euros. 110 euros.
Ça, c'est le TRV gelé aujourd'hui, le plafonnement du prix, le bouclier, la composante électricité, c'est 110 €. Ça permet d'ailleurs de mettre un petit peu les chiffres en perspective par rapport au niveau que nous avons indiqué. Par ailleurs, que fait le gouvernement pour permettre aux Français de passer l'hiver ? Eh bien, il prend 37% de la facture en charge. Ça s'appelle le bouclier électricité et nous le prolongeons l'année prochaine de manière à ce que la facture n'augmente pas de plus de 10%. S'agissant de Monsieur Potier, des zones d'accélération, je reconnais que les EPCI sont très mobilisés. Je les remercie dans ce travail de planification énergétique. Je précise plusieurs choses. Un, il n'y a pas besoin de décret sur la partie définition des zones d'accélération. Ça ne suppose pas de décret. Ça, c'est pour peut-être Marie-Laurence Battistel. Ce qui suppose un décret, c'est l'agri-photovoltaïsme. Et je peux faire une réponse commune. Ce décret, je présenterai demain avec le président des chambres d'agriculture les travaux qui ont été faits par ces mêmes chambres pour donner un guide de mise en œuvre de l'agrivoltaïsme dans les territoires, qui comporte un certain nombre effectivement de recommandations qui sont faites département par département et qui seront ensuite mises en œuvre département par département de manière spécifique, compte tenu de la spécificité de chaque département. Et le décret lui-même est transmis au Conseil d'État dans les prochains jours avec un objectif de publication en début d'année, janvier. S'agissant de la conduite de cette planification, elle est en cours. Je précise que les premières décisions de zone d'accélération sont effectivement prises par les communes. Mais vous avez raison de souligner en creux que les communes ne seront pas toujours armées en ingénierie, en effectifs au sein de leur commune pour mener cet exercice difficile que moi j'ai sollicité Intercommunalité de France pour aider et donner un coup de main aux communes qui sont dans une intercommunalité et que vous savez que c'est une discussion assez longue sur laquelle le Parlement a tranché. Peut-être son choix aurait été différent quelques mois après les sénatoriales plutôt que quelques mois avant les sénatoriales, mais les parlementaires ont tranché, je respecte cette décision. S'agissant est-ce que la loi peut faire, la loi peut le défaire, mais ça, je ne vous apprends rien. Monsieur Marchive, sur l'amortisseur, c'est effectivement une question sur laquelle on doit donner de la visibilité aux entreprises pour l'année prochaine. Nous allons prolonger la garantie 280 sur l'ensemble des contrats souscrits. Le bouclier énergétique, l'amortisseur, il est prolongé sur 75% de l'écart du coût de l'électricité au-delà de 250 € de mémoire. Et il permettra justement de prendre en charge les contrats qui ont été conclus au moment où le prix de l'électricité était au plus haut, c'est-à-dire jusqu'au 30 juin 2023. Tous ces contrats qui, pour certains, se prolongent en 2024, parfois jusqu'en 2025, nous allons les traiter maintenant et nous allons les traiter en faisant en sorte que le surplomb que nous constatons par rapport à 350 € sera pris en charge à 75% et sans plafond, puisque certains se voyaient imposer un plafond de là de 500 €. Là, il n'y aura pas de plafond. Donc, c'est un véritable effort du gouvernement pour, nettoyer la situation finale que nous constatons sur les dernières entreprises qui ont encore des contrats très difficiles pour les années 24 et parfois, malheureusement, 25. Bien entendu, j'en profite, le bouclier collectif pour les collectivités, les logements collectifs sera également prolongé. Bien. Pas d'autres remarques, Madame la Ministre, c'est bon? Si, il y avait. Alors, je vois des députés qui disent qu'elle n'a pas répondu, mais si, elle a été très complète, Madame la Ministre, sur sa réponse. C'est ce qu'il y avait. Voilà. Non, je ne suis pas allée jusqu'à Monsieur Armand, qui a une frustration tout à fait évidente. Et Monsieur de Courson, où est-ce que je vous ai noté, Monsieur de Courson? Pourtant, j'ai noté. Là. Ah ben voilà, j'ai sauté une feuille. Pardon, vous avez parfaitement raison. Donc, Monsieur Bouygues, accord européen sur le prix de l'électricité. Qu'est-ce qui prouve que ce sera compétitif pour les industriels? Eh bien, cet accord européen, il permet
3 choses. La première chose, c'est d'obliger le marché européen, donc la même chose que ce que nous faisons en France, de donner des signaux de long terme et d'avoir de la maturité. Plus les contrats peuvent être conclus sur du 5 ans, plus on enlève de la volatilité au prix et on enlève l'impact d'une augmentation ponctuelle des coûts de telle ou telle énergie fossile du fait d'une situation qui se passe à l'autre bout du monde, une raffinerie qui brûle ou quoi qu'est-ce, sur le prix de l'électricité. Et ça permet de reconverger vers la réalité des coûts de production. En tout cas, c'est l'objectif. Ça donne de la visibilité aux producteurs, ça donne de la visibilité aux industriels dans leur processus de décarbonation et donc de passage à l'électrification. C'est ça qui est derrière l'enjeu. Et par ailleurs, nous renforçons les clauses de protection du consommateur, notamment en imposant aux fournisseurs d'électricité soit d'être adossés sur la production physique, soit de prendre des engagements prudentiels pour être capable de livrer les volumes qu'ils s'engage à livrer. Monsieur de Courson, la couverture, les 70 €, ça couvre le carénage et le nouveau nucléaire. Ça ne couvre pas les réseaux, qui a un système spécifique de financement, qui est le TURP. Et pour faire le lien à une autre question, le TURP, monsieur Bazin, il a vocation dans les années qui viennent à évoluer grosso modo au rythme de l'inflation. Je parle d'une inflation classique, pas d'une inflation en période de haute inflation. 1-2%, ce n'est pas tout à fait classique, mais 2%, on va dire. Enfin, dans ces eaux-là. Et donc, le prix de 70 €, c'est un prix tout compris qui représente la réalité des coûts du nucléaire français et qui permettent, lorsqu'ils sont délivrés, de ne pas augmenter la dette d'EDF. Cette dette d'EDF qui est notamment liée au fait que EDF a livré aux consommateurs, et nous en avons tous bénéficié, de l'électricité très bon marché à un moment où d'autres producteurs d'énergie dans d'autres pays ont pu, eux, profiter de cette manne bienfaisante et se désendetter. La convention que vous mentionnez entre l'ASN et l'IRSN, vous avez tout à fait raison de la mentionner. Elle est négociée tous les 5 ans et elle est négociée. C'est une négociation. Elle fait l'objet de 9 accords cadres sur un certain nombre d'activités. Et donc, il faut la revoir tous les 5 ans. Et tous les ans, il y a une nouvelle négociation qui intervient pour prévoir l'allocation prioritaire des ressources et des moyens pour l'instruction des priorités. Donc, vous voyez bien que dans un exercice où, grosso modo, on continue ce qu'on a fait d'une année sur l'autre, c'est un système qui fonctionne. Dans un système où, au contraire, la charge de travail évolue avec des surprises dans les dossiers, tel dossier qui accélère, tel dossier qui ralentit, ce serait une négociation permanente. Ce que nous proposons, c'est que, comme cela se fait d'ailleurs assez naturellement, tous les gens qui sont chargés de la même mission sont au sein d'une entité unique et ce processus qui s'appelle juste gérer un processus, une mission de service public, se fasse en interne sur qui on met sur telle et telle priorité. Si ça change les délais, puisque ça vous permet de répondre immédiatement et de ne pas avoir ce processus où il faut se recaler à chaque fois qu'il y a une nouveauté. Et je le redis sur la corrosion, moi c'est encore une fois quelque chose qui m'a été rapporté par des élus que j'ai réunis hier avec certains d'entre vous qui l'ont entendu également. On me dit que sur la reconnexion d'un réacteur, en l'occurrence c'était celui de Civaux qui était l'exemple cité, ça a fait un décalage de quelques mois du fait de cette coordination qui n'est pas parfaite, mais ce qui est normal. Encore une fois, ces deux entités qui ont chacune leur comité de direction, qui poursuivent chacune un intérêt social, alors qu'elles sont en fait au service de la même mission et devraient être au service du même intérêt social. Sur la viabilité économique des SMR, je vais répondre, l'avenir nous le dira. Non mais, pardon, nous sommes aujourd'hui à des stades d'innovation, de recherche, de développement et d'innovation. Et donc, c'est la même chose pour un certain nombre de technologies que nous soutenons. La pyrogazéification, je ne sais pas vous dire si c'est compétitif, mais je le soutiens en innovation parce que ça fait partie du rôle de l'État que de dérisquer des projets de recherche, de développement et d'innovation et de faire en sorte de préparer l'avenir. Mais je peux vous le dire sur des énergies renouvelables comme sur des projets nucléaires. On peut penser que le projet Nuvard est plus avancé et donc sa capacité à trouver un équilibre économique est plus sécurisée
compte tenu de sa maturité plus avancée et aussi du fait que c'est des technologies moins de rupture que d'autres projets. Sur Madame Lahernoès, la redistribution, je vous renvoie au document de concertation qui explicite cette redistribution qui va donc directement sur la facture du consommateur et qui suit en cela la réglementation de l'Electricity Market Design, qui est une redistribution en fonction du profil de consommation dans la journée et de manière linéaire, puisque c'est ce que prévoit ce règlement. Sur la dette d'EDF, je le redis, cette dette d'EDF, elle est liée à l'activité d'EDF. Aussi, pour fournir le français, c'est ce prix du service public, c'est aussi ce prix de la difficulté à produire ces dernières années. Et c'est pour ça que nous travaillons sur la performance opérationnelle d'EDF. Enfin, sur les fournisseurs, c'est évidemment une discussion que nous avons, la tuyauterie, la transparence, la réplicabilité. Les fournisseurs ont fait un travail alternatif, ont fait un travail formidable l'année dernière pour en 2 mois mettre en place l'amortisseur et le bouclier énergétique. Là, on a 2 ans et effectivement, nous prenons ce travail à la fois de tuyauterie et de... Non mais j'ai réuni les fournisseurs il y a une semaine, mardi, pendant 2 heures. Donc c'est effectivement, ça fait partie des sujets que nous avons abordés. Monsieur Bazin, le TURP, je vous ai répondu. Les 70 €, je vous ai répondu. Madame Pétel, l'indépendance des chercheurs. Alors, je vous le redis, Pétel. Oui. L'indépendance des chercheurs dans la nouvelle organisation. Cette indépendance, elle est garantie par le statut d'autorité administrative indépendante et par le fait que la loi lui conférera l'ensemble de tout ce qui permet de se revendiquer organisme de recherche. Donc non seulement le fait de le revendiquer, mais également toute la capacité à recruter tous les profils d'enseignants-chercheurs, d'étudiants, enfin voilà, de chercheurs, de post-doc, etc. C'est un travail que nous avons mené avec le ministère de la Recherche. Et je veux dire qu'en ça, on va au-delà des recommandations internationales en matière de sûreté nucléaire. L'indépendance, elle doit se faire théoriquement, ça c'est les recommandations internationales, vis-à-vis des opérateurs. Nous, ce que nous faisons, c'est que nous le faisons vis-à-vis du gouvernement. Ce qui n'est pas aujourd'hui le cas de l'IRSN, puisque l'IRSN est un EPIC, c'est un établissement public, il n'a pas de collège, il n'a pas une gouvernance qui lui permet d'avoir cette indépendance. En étant qualifié d'autorité administrative indépendante, il trouve cette indépendance pleine et entière, non seulement par rapport aux opérateurs, ce qui était déjà le cas, mais également par rapport au gouvernement. J'ajoute que la déontologie de l'ASN historiquement était d'une autorité administrative indépendante en règle générale et suivie de très très près. Il y avait plus de mouvements, on va dire, du côté de l'IRSN, et donc ça c'est aussi un sujet d'indépendance qui est conforté. Et nous traitons par contre le sujet de la recherche avec des acteurs industriels, qui est un sujet très important que nous allons maintenir, et effectivement avec des règles de déontologie qui permettront de poursuivre ces recherches parce qu'elles sont importantes. Alors lorsqu'elles sont faites avec des acteurs internationaux, c'est pas un problème puisqu'il n'y a pas de relation de contrôle. Lorsque ce n'est pas fait avec des acteurs internationaux, il faut ce cadre de déontologie sur lequel nous travaillons. Là, je crois que j'ai répondu à tout le monde. Et Monsieur Armand, les principes... Et Monsieur Casbarian. Monsieur Armand, oui, vous avez raison. Ce projet de loi, nous le voulons pour la souveraineté de l'énergie, parce que c'est ça qui est aujourd'hui en cause. On peut l'appeler programmation, régulation, protection du consommateur, mais fondamentalement, ce dont nous parlons, c'est d'affronter le mur énergétique qui nous attend en 2030 en prenant les décisions qui ne nous mettent pas dans une situation d'hiver énergétique. Et je sais que vous y avez travaillé au travers de la mission que vous avez coportée avec Raphaël Schellenberger, en transpartisan à nouveau. Et c'est de ça que nous voulons aujourd'hui parler avec le Parlement. Je sais que c'est un sujet sur lequel l'Assemblée nationale et le Sénat sont très engagés et très attachés. Et c'est comme ça, c'est parce que nous aurons ces 4 piliers de sobriété, d'efficacité, d'énergie renouvelable et de nucléaire que nous serons en capacité d'assurer la souveraineté électrique et énergétique de notre pays. Très bien. C'est bon ? Oui.
Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup, Madame la Ministre, pour vos propos et vos réponses très complètes à nos questions. Et, chers collègues, merci pour votre présence. Et je vous souhaite donc une bonne fin d'après-midi. Merci beaucoup.